which we will be recording. So my name is Meredith Rocky, and I'm an assistant professor here in the Department of Communication, and I'll be moderating the session today. Alors, le plan, c'est qu'on va avoir deux présentations suivies d'une période de questions et réponses. Et nos deux invités aujourd'hui sont Philippe Rodriguez-Rouleau et Patrick McCurdy du département de communication. Alors, Philippe est un étudiant en dernière année au doctorat ici au département de communication. Et aujourd'hui, il va nous parler un peu de ses résultats de son projet de thèse. Et sa thèse ou sa recherche a été fondée par des bourses de recherche en sciences et culture du Québec, ainsi que la bourse d'études supérieures de l'Ontario. Et la présentation de Philippe va être en français, mais il peut prendre des questions en anglais à la fin. So just quickly, Philippe will be presenting today on his PhD work. His research was supported by the Quebec graduate, or I guess the Quebec research funds, as well as the Ontario Graduate Scholarship. And also he received some scholarships from the university related to studying Francophone and Quebec journalism. And he'll be presenting in French, but taking English questions at the end as well. And then at the end of the presentation, we'll switch over to Patrick. So Patrick is an associate professor here in the Department of Communication. His research interests are in the area of activism, social movement, environmental communication. And his research has been published in many peer-reviewed publications and as well as been supported by the Social Sciences and Humanities Research Council. So Patrick will be presenting in English, but as always can take questions in French or English at the end. Alors, Patrick est un prof associé au département de communication. Ses intérêts de recherche sont concentrés sur l'activisme, les mouvements sociaux et la communication environnementale. Les résultats de sa recherche ont été partagés dans des périodiques scientifiques et sa recherche a aussi été financée par le CRSH. So we will get started. I'm going to pass it over to Philippe. We're expecting a few more people to just drop in as they come. But we're really looking forward to hearing this. This is officially the first time Philippe is presenting his PhD work. So this is a brand new work that we're hearing. We're the first ones to hear it. And the floor is yours. Est-ce que vous pouvez tous bien voir? Est-ce que ça occupe votre écran au complet? Oui. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je présente les conclusions presque finales, je dirais, de ma thèse. Alors, je salue mon superviseur, Marc-François Bernier, que je pense qui est présent, si je ne m'abuse. Donc, je le salue. Alors, ma thèse porte sur le métajournalisme, donc c'est-à-dire le journalisme sur le journalisme. Donc, tout contenu journalistique dans lesquels les journalistes parlent de leur travail, de leur industrie, de leur actualité ou des problèmes de leur champ professionnel. Donc, on a assisté au cours des 10-15 dernières années en Amérique du Nord à une foule d'événements qui ont engendré du métajournalisme. Donc, fermeture en série de médias, des combats judiciaires de journalistes pour préserver l'anonymat de source, érosion du marché publicitaire, puis également l'irruption dans le débat public, on le sait, de la question des fausses nouvelles. Mais le métajournalisme, devrais-je dire, assurément décrit, on pourrait dire, des situations qui touchent le droit du public à une information libre, diversifiée et de qualité. Et évidemment, sa capacité à pouvoir poser, on pourrait dire, des choix démocratiques sur la base de cette information-là. Mais quand on fouille la littérature sur le sujet, bien, on note que même s'il parle d'enjeux d'intérêt général, le métajournalisme peinerait en quelque sorte à être un véritable véhicule d'imputabilité envers les publics. De même, on peut aussi se demander si les enjeux démocratiques du métajournalisme trouvent vraiment un écho en dehors du cercle journalistique. Et donc, au vu de ces problématiques-là, j'ai poursuivi deux objectifs avec ma thèse. Donc, étudier l'articulation des discours métajournalistiques dans les médias québécois. Et pourquoi québécois? Parce que la recherche s'est peu attardée au métajournalisme canadien et francophone et que le Québec a été vraiment le théâtre d'une vive actualité journalistique au moins durant les 10 dernières années.
Et l'autre objectif, c'était d'étudier la réception du métajournalisme. Donc, le consensus des études, qui sont très majoritairement qualitatives sur le sujet, est que le métajournalisme est caractérisé par au moins 3 éléments. Donc, le premier, ce sont des discours de démarcation, c'est-à-dire qu'ils vont des discours qui symbolisent les luttes de pouvoir dans le champ journalistique. Donc, exemple, vous allez avoir, par exemple, un manquement éthique qui survient dans la presse tabloïde. Et la presse dite de qualité va développer un discours pour se distancier et exprimer une forme de supériorité morale ou professionnelle par rapport à la presse tabloïde. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Deuxièmement, les discours sont aussi caractérisés par la défense du statu quo, c'est-à-dire le maintien d'une vision unique du journalisme avec ses normes, ses pratiques, ses valeurs, ses orientations commerciales. Troisièmement, le métajournalisme serait caractérisé par la construction, qu'on pourrait dire, de récits autoglorificateurs du journalisme. Donc, pensons par exemple à comment l'enquête du Watergate continue encore aujourd'hui d'être un genre de mythe fondateur du journalisme d'enquête. Et donc, ces constats-là esquissent tous l'image qu'on pourrait dire d'un métajournalisme d'orientation stratégique. Donc, c'est-à-dire au service des intérêts premiers ou particuliers ou stratégiques du champ journalistique. Et donc, ils esquissent, si on veut, à front renversé, une vision qu'on pourrait dire idéale du métajournalisme, qui serait davantage au service de l'intérêt public. Donc, les aspirations, je dirais, normatives que renferme cette vision-là impliqueraient une analyse par les journalistes des méthodes et du langage qu'ils utilisent pour construire l'actualité, une analyse critique également des écarts entre la performance journalistique et les règles déontologiques du journalisme, et enfin, une capacité chez les journalistes de remettre en question et de renouveler au besoin les normes, les pratiques, les visées commerciales du journalisme. Mais donc, au-delà de cette tension qu'on pourrait dire stratégique ou normative sur les visions du métajournalisme, il y a également des carences donc, dans la littérature. Il y a très peu d'études qui analysent le métajournalisme québécois ou francophone. Très peu qui examinent également des cas où, je dirais, les journalistes ont a priori rien à se reprocher. Parce que l'écrasante majorité des études s'attardent à des cas où des journalistes sont en faute, parce que plagiat, manquement éthique, etc. Puis, dernière peut-être limite de la littérature, c'est qu'il n'y a aucune étude de réception spécifiquement sur le métajournalisme. Donc, 3 concepts ou théories là, qui ont encadré principalement la recherche. Le premier, c'est la théorie des discours métajournalistiques de Matt Carson. Donc, Carson théorise que la finalité du métajournalisme est de défendre, consolider ou renforcer l'autorité journalistique. Ici, l'autorité journalistique, c'est compris au sens de la capacité du journalisme d'obtenir d'autrui la reconnaissance de sa légitimité, de son expertise en information. Et bien, pour Carson, l'autorité journalistique, évidemment, n'est pas naturelle, mais elle est performée continuellement, comme une pièce de théâtre, d'une certaine manière. Et il y a 3 performances d'autorité qui ressortent du lot. Boundary setting, donc un discours de délimitation entre acteurs, pratiques, normes journalistiques acceptables et non acceptables. La définition, donc la capacité du journalisme à vraiment fixer les définitions des termes et des enjeux qui sont liés à son industrie. Et la troisième, c'est la légitimation. Donc, à travers le métajournalisme, les journalistes légitiment ou relégitiment des normes, des individus, des pratiques. Second concept, c'est l'approche culturelle en journalisme. Donc, c'est une approche qui nous suggère d'examiner le journalisme non pas comme une profession, mais comme une culture à part entière, avec ses codes, ses valeurs, ses mythes fondateurs, qui seraient partagés d'une certaine manière par la majorité de ceux qui se revendiquent comme journalistes. Et le dernier concept, c'est celui de communauté interprétative. Donc, en gros, le concept suppose qu'une communauté d'individus ayant des profils relativement analogues, que ce soit sur le plan socio-économique, socio-professionnel, etc., devrait partager des clés interprétatives communes sur un objet médiatique ou littéraire. Et donc, ça m'a inspiré l'idée d'examiner comment différentes communautés interprétatives reçoivent le métajournalisme et de le faire en réaction à 3 études de cas. Et donc, j'ai posé 3 questions de recherche principales. La première, comment s'est articulé le discours métajournalistique des journalistes québécois dans les 3 cas à l'étude? Comment diverses communautés interprétatives ou divers publics, si vous préférez, interprètent-elles le discours métajournalistique dans les 3 cas à l'étude? Et comment réagissent donc les communautés interprétatives à la médiatisation des enjeux du journalisme en général? Donc, pour faire ça, j'ai procédé à 3 études de cas concernant le Québec et qui sont représentatives d'enjeux quand même qui sont assez, qui affectent le journalisme contemporain en Occident. Donc, les 3 cas, premier, les demandes de la presse écrite
québécoise pour une aide financière gouvernementale leur soit accordée. Donc, ça illustre les débats sur le financement des médias écrits dans un contexte d'érosion, d'abonnement, de revenus publicitaires. 2, la surveillance des journalistes par les services policiers québécois. Donc, ceux qui ont suivi savent que les médias, c'est ce que les médias ont appelé en fait l'affaire Lagacé, du nom du célèbre chroniqueur de la presse, qui a donné lieu à une commission d'enquête publique au Québec là-dessus, la commission Chamberlain. Donc, ça illustre les débats sur la liberté de presse et la protection des sources journalistiques. Et le dernier cas, c'est le lockout au Journal de Montréal, un cas plus ancien certainement, qui illustre quand même les transformations économiques et technologiques du journalisme et leur impact que ça a eu sur les conditions de travail et d'autonomie des journalistes. Et donc, chaque cas a fait l'objet d'abord d'une analyse de discours. Et donc, au total, pour les 3 cas, j'ai analysé 770 articles métajournalistiques du Devoir, du Journal de Montréal, la presse et du site web de Radio-Canada. Donc, c'est un choix qui est motivé par la difficulté d'accéder à des archives audiovisuelles et parce qu'après la télévision, les Québécois s'informent encore majoritairement auprès de ces médias mainstream, soit en allant directement sur leur site web ou via les partages sur les réseaux sociaux. Chaque cas a fait d'autre part l'objet de groupes de discussion. Donc, pour chaque cas, on a rencontré une communauté de journalistes, une communauté de personnes issues du milieu politique et une communauté de consommateurs de médias. Puis, lors de chaque séance, donc, les participants ont lu 2 articles métajournalistiques de divers médias en lien avec le cas discuté, puis ils ont eu à réagir à des énoncés projetés sur un écran, inspirés par des arguments ou des revendications du métajournalisme et soutirés d'une analyse préliminaire du corpus. Donc, exemple, j'en ai un ici, financement public des médias écrits est essentiel pour leur permettre de compléter leur transition numérique, qui était un argument majeur, prégnant de notre étude de cas numéro 1 dans le discours métajournalistique. Donc, ça s'apparente un peu à ce qu'on appellera en méthodologie une vignette-based study, où les conversations vont découler de stimuli visuels, sonores ou écrits. Donc, on a choisi ces 3 communautés-là parce qu'elles nous apparaissaient, mon superviseur et moi, comme les principales destinataires du métajournalisme. Donc, le métajournalisme informe évidemment le public des problèmes du journaliste, tente d'interpeller la classe politique pour qu'elle y apporte des solutions et mobilise également les autres journalistes autour des revendications. Donc, au total, j'ai modéré 11 groupes de discussion. On pourra y revenir plus tard. Donc, il y a 2 rencontres supplémentaires qui ont eu lieu, au lieu des 9 initialement prévus. Et donc, 39 participants ont participé au final, 13 journalistes, 11 politiques et 15 consommateurs de médias. Donc, c'est important, avant que je continue avec les résultats, de dire que l'étude a donné lieu à des constats spécifiques à chaque étude de cas et des constats qu'on pourrait appeler généraux, qui transcendent en quelque sorte les cas spécifiques. Donc, moi, je vais me concentrer ce soir sur les constats plus généraux qui apportent un regard un peu plus macro sur l'ensemble de l'étude. Donc, relativement à la première question de recherche, on peut conclure un discours métajournalistique qui tournait d'abord davantage vers les intérêts du champ journalistique et ses visées de défense, de maintien et de renforcement de l'autorité journalistique. Ça renforce la thèse du métajournalisme d'orientation stratégique, démarcation, statu quo, autoglorification, observée dans les études anglo-saxonnes, au détriment des aspirations, disons, plus normatives associées au métajournalisme, transparence, autocritique, imputabilité. Puis ce constat-là s'appuie sur 3 bases. La première base, c'est l'identification dans notre corpus de fonctions du métajournalisme. Là, par fonction, j'entends les buts poursuivis par le métajournalisme, c'est-à-dire ce que tentent de faire d'une certaine manière les discours comme action symbolique ou persuasive. Puis, les fonctions recouvrent toutes, on peut arguer, à des degrés divers, une forme de persuasion de l'autorité journalistique en information. Donc, j'ai donc identifié dans le corpus la fonction de promotion, qui était la plus simple, donc promouvoir les intérêts particuliers du champ journalistique, qui s'accompagne évidemment de demandes que le journaliste s'estime en autorité d'exiger en raison de la conviction de son importance sociale. Identifier la fonction d'interpellation, donc interpeller l'opinion publique sur les enjeux du journalisme, qui là encore témoigne d'un champ journalistique qui s'estime suffisamment important pour cadrer ces enjeux, non pas comme des enjeux catégoriels, mais collectifs. On a la fonction de professionnalisation. Donc, ça renvoie à tous ces discours dans le corpus où des journalistes tentent de nous convaincre de leur expertise, de leur autorité en information. La fonction de démarcation, donc qui renvoie à ces discours où les acteurs journalistiques vont distinguer des individus, des médias, des pratiques comme étant de qualité ou d'autorité journalistique supérieure en opposition à d'autres. Et la fonction de reculturation, un peu plus abstrait, on pourra en rediscuter, des discours dans lesquels les journalistes réaffirment en quelque sorte les principes clés de leur culture journalistique, reconnectent avec elle
et chemin faisant semblent se reconvaincre eux-mêmes, si on veut, de leur autorité en matière d'information. Le tout s'accompagne de métafonctions, ce que vous voyez à gauche et à droite, là, qui se juxtaposent aux fonctions premières. Puis ici, j'intègre les performances d'autorité relevées par le Matt Carlson dont je vous parlais dans les diapositives précédentes. Donc, une métafonction de définition par laquelle le champ journalistique définit les termes, les enjeux, les solutions aux problèmes du journalisme, et une métafonction de légitimation ayant pour objectif l'assentiment par autrui des buts poursuivis par le métajournalisme, l'assentiment des revendications, l'importance des problèmes du journalisme, etc. La deuxième base sur laquelle repose notre constat sur l'orientation plus stratégique de notre corpus, mais c'est la place minimale accordée aux aspirations normatives du métajournalisme. Donc, on a un discours qui ne donne pas lieu à une remise en question significative de la performance journalistique, des pratiques ou de la responsabilité de l'industrie journalistique dans les enjeux qu'elle subit. Et la troisième base, c'est ce que nous ont dit les participants des groupes de discussion, comme on va le voir dans les prochaines diapositives. Donc, relativement à la seconde question de recherche, donc les groupes de discussion nous ont montré, chez les trois communautés interprétatives, un degré d'adhésion relativement élevé aux revendications et aux arguments du métajournalisme. Et la croyance, sauf exception, que le métajournalisme est d'intérêt public et comporte des implications démocratiques. Donc, chaque étude de cas explore évidemment dans le détail les nuances par rapport à ça, quels arguments, quelles revendications ont touché ou raté la cible auprès des communautés interprétatives, et on pourra y revenir durant la période de questions si vous voulez bien. Ce sur quoi je veux vraiment me concentrer, c'est davantage notre troisième question de recherche. Donc, j'ai répondu à cette troisième question-là en faisant ressortir les répertoires interprétatifs pouvant être observés dans les 11 groupes de discussion et les 3 cas à l'étude. Donc, en clair, je me suis attardé à relever les angles récurrents utilisés par les participants pour aborder les sujets et la question du métajournalisme en réponse aux énoncés et aux articles auxquels ils ont été confrontés. Donc, premièrement, les participants, tous groupes confondus, ont développé un registre, un répertoire qu'on pourrait qualifier de répertoire des publics imaginés. Donc, spontanément, les participants ont interprété les énoncés ou les articles consultés en spéculant sur les publics les plus susceptibles d'être interpellés ou non par ceux-ci. Et donc, le premier constat qu'on a, c'est que l'importance, disons, théorique du métajournalisme ne fait pas de doute pour les participants. Ce dont on doute, c'est de la portée et de l'acceptabilité sociale du métajournalisme et de ses revendications, dépendant des publics qu'on s'imagine dans notre tête. Dans le corpus, au contraire, on a plutôt une vision très traditionnelle dans le discours du public métajournalistique, une masse indistincte présumée utiliser l'information des journalistes pour faire des choix démocratiques raisonnables. Ici, on a un exemple tiré d'un dialogue, en fait, de notre science sur le cas numéro 1. Donc, c'est les aides étatiques consenties à la presse écrite, où nos consommateurs de médias s'interrogent sur les millions de deniers publics qui ont été accordés à la presse écrite par le gouvernement Trudeau. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le registre des publics imaginés nous mène à une forme de calcul pragmatique sur la place des enjeux du journaliste par rapport à d'autres enjeux en société. Donc, si je lis rapidement, on a C9 qui nous dit c'est quoi le pourcentage de pauvres au Québec? Est-ce qu'on ne devrait pas privilégier ça avant de financer les journalistes? C2 qui nous dit si tu prends une personne comme ma mère puis tu lui dis qu'il y a une partie de sa paie qui sort pour les journalistes, alors qu'il y a peut-être d'autres affaires qui méritent attention, ma mère va dire non, il y a d'autres priorités. Puis j'ai des amis dans différents niveaux de classe sociale, certains ont des parents sur le bien-être social, mais ils vont me regarder et dire donnez de l'argent au gouvernement pour ça, they're going to be like no way. C10, mais il faut faire attention à ne pas hiérarchiser les débats. Est-ce que subventionner la santé, c'est mieux que subventionner l'éducation, etc., etc. Ensuite, un deuxième répertoire, donc nos participants politiques et surtout nos consommateurs de médias qui ont articulé ce répertoire-là, c'est un registre qu'on pourrait qualifier de qualitatif. En gros, ils ont digressé des énoncés ou des articles qui leur étaient donnés pour parler de la qualité du journalisme en général. Puis ça a permis un second constat, c'est-à-dire que pour ces participants-là, il y a un fossé entre le journalisme de qualité qui est décrit dans le métajournalisme et leur perception de la qualité réelle du journalisme. Donc, ils voient les journalistes chanter leurs louanges dans le métajournalisme, mais sont sceptiques que le journalisme est d'une qualité aussi grandiose qu'on leur dit. Et donc, on a un exemple ici, tiré des séances de discussion sur le cas numéro 1, donc le commentaire d'une consommatrice de médias. Moi, le mot professionnalisme, dans les 2 articles consultés, m'a un peu secoué. Quand je lis un article et que je vois plein de fautes de français, je mets en doute la force de la recherche sur le sujet même. C'est-à-dire que s'ils ont bâclé comment l'écrire, ils ont peut-être aussi bâclé la cahier d'information. Je veux dire, quelque chose qui est bâclé, quelque chose qui est plein de fautes, je ne suis pas prête à mettre un gros budget là-dessus.
Troisièmement, nos participants journalistes, ceux-là, ont très souvent articulé un répertoire qu'on pourrait qualifier de pudeur corporatiste, c'est-à-dire la crainte de donner une impression d'entre-soi journalistique a façonné plusieurs des propos exprimés. Donc, troisième constat, le métajournalisme suscite des malaises chez les journalistes eux-mêmes, qui sont rarement reconnus explicitement dans le discours métajournalistique. Et enfin, surtout les politiques et les consommateurs de médias ont développé un répertoire qu'on pourrait qualifier de contractualiste. Donc, une manière d'interpréter les énoncés et les articles dans une logique de contrat. Quand les journalistes demandent quelque chose du public ou du gouvernement, bien, ils doivent donner quelque chose en retour à la société. Une adhésion au conseil de presse avant de demander des sommes publiques ou la création d'un ordre professionnel en échange d'un encadrement légal du privilège des sources journalistiques, etc., etc. Alors que dans le corpus, il y a très peu de moments, si vous voulez, où les journalistes proposent proactivement de s'astreindre à des exigences professionnelles plus élevées en échange de ce qu'ils demandent comme revendication. Et donc, dernier constat, il y a comme la perception d'une nécessité accrue d'imputabilité du journalisme. Maintenant, pour ce qui est des principales différences entre communautés interprétatives, on peut dire que ce qui distingue vraiment les journalistes, c'est la perception d'une inévitable donc, apparence de corporatisme rattachée au métajournalisme, qui, selon eux, nuirait à leur capacité de faire passer leur message sur les implications démocratiques des enjeux du métajournalisme. Ils ont aussi l'impression que l'hostilité ou l'ignorance croissante du public à l'égard du journalisme rend le métajournalisme, ses arguments, ses revendications largement inaudibles dans l'espace public. À l'inverse, chez les politiques et les consommateurs de médias, on n'a pas l'impression que la perception de corporatisme nuit à la capacité du journaliste de passer ses messages. Ce qui nuit, c'est la perception du manque d'imputabilité du journaliste en général sur les questions éthiques, déontologiques ou de qualité. Donc, un engagement proactif des journalistes en ces matières, selon eux, rendrait plus acceptables les revendications, les arguments du métajournalisme. Et donc, si je résume les conclusions, 1, une orientation stratégique dominante des discours métajournalistiques. 2, un degré d'adhésion relativement élevé des communautés interprétatives aux arguments et revendications du métajournalisme, à titre personnel. Pour les 3, pour les participants des groupes de discussion, la question n'est pas de savoir si le métajournalisme est d'intérêt public ou aborde des enjeux de nature démocratique. La réponse, c'est oui. Mais plutôt, est-ce que le métajournalisme s'intéresse en dehors du champ journalistique? Et ils nous disent probablement pas. Et est-ce que le journalisme tel qu'il se pratique est à la hauteur du journalisme tel qu'il est décrit ou fantasmé ou imaginé dans le métajournalisme? Probablement pas non plus. Et dernier point, bien, les participants ont développé des répertoires interprétatifs, comme je l'ai dit, qui reflètent des aspirations normatives du métajournalisme, une considération envers les publics, une approche contractuelle des revendications, l'importance de ne pas sombrer dans le corporatisme, la qualité du journalisme, toutes des choses peu présentes ou absentes dans le discours métajournalistique de notre corpus. J'en viens à la dernière diapositive. Alors, tous ces manques-là accréditent la thèse du métajournalisme stratégique dont je parlais au tout début. Donc, ça illustre aussi que le discours métajournalistique, qui consiste en gros à dire aux gens « donnez de l'argent ou changer les lois en notre faveur » et nous, on s'engage à redoubler d'ardeur dans notre rôle de chien de garde de la démocratie, bien, c'est peut-être pas suffisant. Nos participants politiques et consommateurs de médias, surtout, sont d'accord avec les grands principes, mais ils veulent plus que ça pour continuer à prêter l'oreille ou le regard aux revendications du métajournalisme. Donc, en ce sens, ces conclusions ont une implication, et on pourrait voir là une contribution sociétale du projet, c'est celle d'inspirer des réflexions ou des changements de pratique dans la manière de faire du métajournalisme, de faire du journalisme tout court. Contribution savante de la thèse, c'est la première à examiner de manière aussi approfondie, dis-je bien, des corpus contemporains de textes francophones sous l'angle du métajournalisme. Propose aussi un modèle théorique des fonctions d'autorité du métajournalisme qui est plus complet et bâti sur ce qui existe déjà, mais qui est plus complet que ce dont on dispose présentement, et contient aussi un volet exploratoire et inédit sur la réception des contenus, des arguments et des revendications du métajournalisme. L'étude a évidemment des limites en termes de généralisation, donc si les fonctions d'autorité ressorties de l'analyse de discours peuvent raisonnablement être applicables à d'autres corpus, on pourrait en reparler. Ça reste que 3 cas malgré tout, et les données des focus group proviennent, elles, d'échantillons modestes, non représentatifs, une majorité de journalistes de médias traditionnels, un fort penchant à gauche, un niveau d'éducation plutôt élevé. S'agissant des études futures, il serait intéressant d'explorer par sondage le malaise des journalistes à parler d'eux-mêmes dans les médias. Ça pourrait être aussi de voir si les observations sur le métajournalisme stratégique peuvent s'appliquer
sur un échantillon varié, aléatoire et longitudinal de textes métajournalistiques québécois ou autres, via une analyse de contenu quantitatif, par exemple. Alors, je vous remercie de votre attention et ça me fera plaisir de discuter avec vous, de répondre à certaines questions à la fin. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Ta présentation était très intéressante. Merci. Alors, now we'll go to Patrick's presentation, and at the end, we'll have a combined Q&A for both presenters. So, Patrick, the floor is yours. Cool. Okay, so hopefully you can see the slides on screen. I haven't figured out a good way to actually do a full screen share on there, but hopefully you can see what's going on. I'll keep an eye on the chat as well. So if there's things, points of clarification, whatever, I can sort of respond to that. Well, first off, thanks for those who are here. This really is only like the second time I've talked about this project in an academic setting. I've prepared more of a informal talk, but it's this first time since, second time since 2019, really. And this project is something which has really hung over me for a number of years, since about late 2016, when I was doing another project around tar sands advertising. I'm gonna actually put a timer on so I can keep an eye on my timing here. And when I was doing this project on the oil sands, tar sands, I found a book, which was this book by Larry Pratt called Tar Sands. And then I found a reference to this CBC docudrama. And as I tried to dig into it a bit more, I found that the docudrama, you couldn't get access to, you couldn't watch it. And it got me sort of very sort of interested in this project and down a rather big and a long sort of rabbit hole. So my objective today is to really give you a sort of a sense of the project's scope, some of the outputs in terms of forthcoming or upcoming and ongoing. And also I conclude with some obstacles I faced along the way, which have also then spurred on another related sort of project directly linked to like a policy change I'd like to see. And of course, I'm happy to go into detail about any of these points. But the major focus is around this TV docudrama called The Tar Sands, which aired for its first and only ever time back on September 12th, 1977. So that was 44 years ago. And the goal of my talk, my presentation, and of the larger project is to sort of argue that the tar sands represents an important but largely silenced and forgotten moment in Canadian television history, as well as an inflection point both within petroculture, and I'll define that for us shortly, as well as in mediated culture. And I tried to develop sort of the concept of seeing this as a form of synthetic, which I will sort of unpack in the presentation as well. But with the project I've been working on is thinking through the implications about how I can use this as a red thread to study to sort of draw upon petroculture's research in order to try and make sense or understand how the tar sands, the oil sands have really gripped Alberta's public imagination since the 1970s or so. So with respect to structure, I will give you a brief overview of what are the tar sands and what is the tar sands. So one is the resource, one is the television show, followed by a discussion about the docudrama itself, this concept of the synthetic, which I'm trying to sort of work on, and it's the focus of an article that I'm writing. And then I'll conclude by sharing these research challenges and this other initiative that I've developed as a result. So in talking about this 44-year-old television show, it's important to think about some of the social, political, economic context in which the show was made. And I'm also never sure how much an audience knows about the bitumen sands, tar sands. I'll use tar sands. If we think about the genealogy, the history of tar sands, the term, it's evolved now, if you've heard of it, into a very contentious, politically loaded term that invokes these Mordor-like moonscapes of open pit mining, because bitumen is a form of heavy oil. It can be mined and accessed two ways.
One is open pit mining, which is where those Mordor images come from, and the other is what is called steam-assisted gravity drainage. They look less intrusive because they have to really suck the bitumen deep from the ground. They have to melt it first with steam and then vacuum it from the ground. But the idea of tar sands in terms of the contemporary negative sense dates to around 2007, 2008, with the rise of protests by groups such as Greenpeace, Stop the Tar Sands, these other networks. And that's how it became on my radar and being interested in the oil sands, tar sands, and the struggle over its representation in mediated politics. But prior to 2007 or so, the term was used colloquially. It's a descriptive term to describe bitumen, which is thick and sticky and very viscous, but it really didn't have that political baggage. And so again, when Larry Pratt published this book, which is called The Tar Sands, it was published in 1976 by famed Canadian nationalist Mel Hertig. It did not have that sort of political baggage that writing a book and publishing a book called Tar Sands would have right now. So this struggle over the framing had not yet begun. So the tar sands, in terms of what are they? They are the third largest proven oil reserve in the world with 165 billion barrels. So the tar sands comprise 97% of Canada's proven oil reserves. But of course, as you may have heard, it's a very carbon intensive and resource intensive resource to refine. Requires lots of water to process and emits more energy to make this synthetic oil. In terms of how did the tar sands, the resource come to be, I'll give you, there's some bullet points on the screen here, but regular like sweet light crude, like the maple syrup you think of when you think of oil, that was discovered in Alberta in 1947, and that really changed the landscape of the province. But it was the interest in heavy oil or bitumen, tar sands, that only came sort of to the fore when the economics made sense. So you had this oil crisis in the 1970s, starting in 1973, running till March 74. And this is when the Organization of Petroleum Exporting Countries, or OPEC, they undertook an embargo against the US for its support of Israel during the Arab-Israeli War. This embargo and subsequent political events really spiked the interest, and previously too, between the US and Canada to try and find sources of energy closer to home. And then of course, then the increasing cost of a barrel of oil also made developing the tar sands much more economically feasible and desirable, and really is what brought Syncrude into existence. And so it was funded as a public-private partnership. So you had private partners, a consortium of mostly foreign-owned oil companies, as well as federal government, Ontario and Alberta, funding to make this happen. And it was this Syncrude agreement, which was settled in Winnipeg, which became the source of this TV show that I'm talking to you about, this docudrama that I'm talking to you about today. So the TV show, it was and is based off this book by Larry Pratt. As a quick sort of side story in terms of how it got made. So you had the director of the TV show was actually traveling by airplane to Alberta to meet with Imperial Oil to look at potentially making advertisements for them. That job fell through. He found this book in the airport. He happened to be making TV shows, made this show. And so, well, what is it? It's a just under 1 hour docudrama, and it presents a dramatized reenactment of the political struggles surrounding Alberta's then Premier, Peter Lougheed, to negotiate and secure the Syncrude agreement, which led to the developing of Alberta's tar sands. The book itself was based off the show was based off this book I've shown you by Larry Pratt, which takes a critical look at the Syncrude agreement. And the main thesis of Pratt's book and his big push is he argues that foreign corporations muscled their way into and then cornered Albertan Premier Lougheed into signing off on what
Pratt argues was a sweetheart deal, which meant that Albertans didn't get the best bang for their buck. And this is what the docudrama shows. And we'll talk a bit more about the docudrama shortly. But what's just good to put in the back of your mind is that when this went to air, and I'll have a bit more on it, Peter Lougheed was still in power. He was still the premier. So it would be like if there was a docudrama airing on CBC tonight that took a less than complimentary or critical or tough view of Doug Ford while he was still in power. And that becomes important when we come back to this. So I want to talk a bit about sort of why is this 44-year-old television docudrama interesting? And so because it's kind of odd and it's been forgotten, and to me that's kind of what makes it fun. But I'm approaching this from a perspective which looks to try and connect the TV show with the domination of fossil fuels over Canada's political and social imagination, both in the 1970s and today. So for me, a key concept to try and do this is drawing from the work of Theo Lequenz and his view of petrohegemony, which he defines as the public's internalization of a Gramscian common sense and philosophy, which serves to further both the fossil fuel companies' material and discursive objectives. And so, of course, these objectives of fossil fuel companies can also become our own objectives as well. And sort of working on this, my goal has also been to try and draw from energy humanities, as well as petroculture literature, to think through just the tar sands hegemony over our imagination and our lives. And for this, then, literature around petroculture has been really important to think through the way that oil is in all parts of our lives and even sustains this very meeting, to be sure. But here then, Stephanie Lemanger's work in Living Oil is actually quite a great read and ahead of its time. And so she really recognizes in her work the way that the role of oil in underwriting our social, political, economic culture, which is very much sustained by oil. And in the context of Canada and Alberta, then I'm interested in how does oil spill over into politics, into culture, into television. And so here I think we can, I found Roland Barthes' view of ideology, or his assertion that naturalization is the chief strategy of ideology, is quite helpful if we can then take a critical reading of the tar sands and a critical reading not just of the text. However, I'm interested in the response and the surrounding events, which I will talk about shortly as well. And so for me, by studying this show, then it raises questions like how can we understand these past events, and how can the surrounding or accompanying political controversy help us think about our sort of conjecture in the sort of which we're seeing in the thick of a climate crisis, and that at the moment where we're seeing efforts to transition off of fossil fuels. And here I owe a debt of gratitude to our colleague Kyle Conway, who graciously pointed me in the direction of some writings by Stuart Hall on conjecture analysis. And I should acknowledge too, Pascal has been an amazing sort of research assistant on this project, as I've been working on this for many hours on this. So what is a conjecture? Again, thanks to Kyle for these readings, we can think of a conjecture as a period during which the different social, political, economic, and ideological contradictions that are at work in a society come together to give it a specific distinctive shape. So I think we are witnessing at present with a push, which I think should be more aggressive, to get off fossil fuels in the climate crisis. There is a conjecture now, but I think we see this in the 70s, and this is where I sort of use the idea of synthetics to try and get at this Gordian knot, which involves domestic and international politics, energy shifts, as well as the changing sort of position and status of television in society. Well, then perhaps the idea of a synthetic for each of these components could perhaps be helpful as a lens to try and understand these events. And so, put differently, I think we can then read the tar sands as an inflection point, which captures the rise of what I'm labeling the synthetic, and this is both synthetic oil, synthetic politics, and synthetic drama. And so that means, okay, I put these terms out, what
what do I mean? And I think it's this idea of referencing these synthetic energy, synthetic oil, politics, drama. I think this can help me in sort of my study of this project, help articulate and make visible connections between oil and culture and docudrama and politics. And it also captures the interplay between these elements within the same period. And it allows a highlight, to highlight each on its own. Originally, I signed a book contract to write a book with McGill Queens. I don't know if I'm up for writing a book anymore. I'm going to do some articles. I'm trying to make a documentary film with this as well. So a book, I don't know. Yeah, but what do we mean by each one of these things quickly so I can get to the TV show? So first off, synthetic oil. Essentially, the name is what it says in the box here. The idea is that tar sands is a type of synthetic oil manufactured by a chemical process, and the oil that comes from the tar sands is synthetic oil. The rise of the tar sands, you see this as a period in the 1960s and 70s, and it really was the start of the domination of synthetic oil, and the rise of synthetic oil here captures Alberta's rise and transition to a petrostate. So it plays a very prominent role in its politics. So synthetic politics for me was a way to try and sort of think through, like, for now, we see mediated politics as the norm, and it's something which is underwritten by the logic of media. And in the same way that social media underwrites politics, at the rise of the 1970s, television sort of had underwritten politics. So here, this is where I sort of develop an argument about the rise of synthetic politics as a hat tip to the fundamental role that the logic of television plays in reconfiguring politics. And this is the rise of like what I'm labeling the rise of synthetic politics is not to claim that politics are fake. Synthetic things can be seen as artificial, but it's just to discursively recognize that that television enables sort of the representation of politics. Related to this, as Canadians, we often have American reference points for the rise and changes wrought by television. And so we look at, say, something like the Nixon versus Kennedy debate, which took place on September 26, 1960. In Canada in 1964, we saw Marshall McLuhan publish Understanding Media, and his work advanced a thesis about the impact of media on society, including politics. And it's interesting, McLuhan once said about Peter Lougheed, quote, "On TV, Lougheed strives for a role rather than a goal." This is a reference to, in my mind at least, taking advantage of and conforming to television logics. And so Lougheed really was one of Canada's first media savvy politicians. I will skip over giving you more detail on him because I want to get to the TV show to give you a sense of it. I'm looking at my timer. I've got like 5 minutes. Synthetic drama is the reference point here about, you usually have these two forms in media studies, these two forms of like documentary and drama, and synthetic drama is recognizing that docudrama is like the bastard child of these two, and it captures sort of the rise. What's interesting is that you have like the rise of synthetic drama happens when you see, All the President's Men gets nominated for all these different awards, and at the same time, then you have For the Record come up with this TV show, and you have Lougheed represented in person. So there's a Canadian film scholar by the name of Seth Feldman. He traced the rise of docudrama in Canada to this time period of the 1970s. And he describes this as, you can see this series is described as a new series of outstanding journalistic dramas, where in the show that I'm studying, Peter Lougheed was played in person as a sitting premier, and that's actually quite significant. But if we think about just briefly, and I'll give you 2 minutes in the show, because I want to capture this argument. So how am I trying to think about it? I'm trying to think about the tar sands as the product of our petroculture during the rise of the synthetic, which is a specific moment in our petroculture, whereby the 1960s and 70s were dominated by synthetic plastics, consumer culture, car culture, and all this facilitated by a petroculture. You equally see the rise of mediated politics, which rises at a similar time, as well as then the tar sands itself. So in the 2 minutes I have, I'll tell you quickly about this TV show. It was supposed to, initially it was filmed and supposed to air in February 1977. It was then pulled and supposed to air in May 1977. It was then pulled again and aired on September 12th, 1977. Back in August 77,
the head of the CBC met with Peter Lougheed, who wasn't happy about the show airing. It then aired, and the day after it aired, Peter Lougheed sued the CBC for libel. The show was very much appointment television. It was front page news. When the show aired, it was bookended with warnings from a well-known journalist at the time, Barbara Frum, saying that the work was a work of fiction based on real known events. It was, again, based off this work by Larry Pratt, this Canadian academic, but it was watched by 1.1 million people. And then Lougheed, the day after it aired, announced a lawsuit where he was going to sue the CBC for the equivalent of about $11.5 million in today's money. And so the project that I've done, I've sort of gathered about 1,500 pages of archive material. I've filmed 8 interviews. I've done about 2,000 pages of ATIPs. We've analyzed all the news articles published around it from this, what you can see on screen, what that consists of, as well as all the different letters written to the premier as well. In my last 30 seconds, I want to talk a bit about some of the challenges with this, and because as a research process, I've really taken advantage of CBC, their access to information requests, and as a result, I've received a bunch of information from them for this project, but I've also had hundreds of pages withheld, and these are pages such as like the 40-year-old TV script of the show, and they've been using a specific aspect of the Information Act to argue that I should not be allowed to have these TV scripts. So a side project emerging from this is to try and push for a sunset clause in the Information Act to allow for information that has to do with CBC programming, which right now is protected in perpetuity. So that means if you wanted the pilot episode of The Beachcombers or some banal, boring CBC show, they wouldn't have to give it to you. It would be in CBC archives in perpetuity. So as somebody who studies not just what gets on TV, but how TV is made, this becomes important in my mind to also then not just think about this tar sands project, which I can talk about and answer questions around, but also trying to challenge the Information Act. So I can see I'm 40 seconds over. I can go into details later in questions about the specifics of the show, but we'll leave it there. All right. Thank you very much, Patrick. That was an excellent presentation. And I have, some very interesting questions. I'm trying to even Google it and you can't find, you're right, you can't find it. No, there's not much on there. Yeah. There's not much on there. So they've done a good job at like scraping that from existence. So now is an opened Q&A with both participants. So we can start if there's any questions. You can address your question. I'll be looking at the chat as well. But if, does anyone want to go first? All right, Isaac, you're up. OK, thank you. Merci beaucoup. D'abord, merci Philippe et merci Patrick pour 2 présentations vraiment excellentes. Et là, je vois des points de rencontre entre vos 2 présentations. C'est la question, d'une certaine façon, c'est la question de quand le journaliste devient lui ou elle la nouvelle. When the journalist becomes the news, which is a problem. I mean, I think that we see that in Philippe's presentation. I mean, that's really a problem. I mean, because in principle, you know, I'm a former journalist. Well, I'm not a former, I'm a journalist also. And then the question is, I mean, there is a principle that says that the journalist shouldn't be the news. I mean, in principle, just in exceptional situations, but in principle, we journalists, we shouldn't be the object of the subject of a news. And then I see, well, certainly in the case of Philippe, there is a direct discussion about that and all the question of meta-journalism. And in the case of Patrick, there is also this question of the, let's say, the media becoming the media. And I think that somewhat the journalistic way of looking at the issue of the tar sands becoming the news piece instead of the issue of the tar sands. Okay, then that's why I see a connection. Then my question for Philippe, ma question pour Philippe, j'aimerais lui entendre sur,
entendre ta réflexion sur la question du méta-journalisme dans le contexte dans lequel il y a quand même, dans le contexte actuel, je pense, qu'il y a quand même une revendication du journalisme, du rôle du journaliste dans la société. Justement, à cause du fait qu'on a été bombardé par des fake news, par les théories du complot, etc. Et je pense qu'on se rend compte que cette idée un peu, je dirais, trop idéalisée du citoyen journaliste a beaucoup de problèmes. Pas seulement sur la qualité de l'information, mais aussi sur la question justement déontologique ou éthique liée au métier. Donc, j'aimerais t'entendre à ce sujet-là. Donc, un peu la revendication du rôle du journaliste dans la société d'aujourd'hui. C'est justement pour ça, dans toute ma thèse, il y a la notion d'autorité journalistique qui est vraiment une notion clé. Et c'est sûr que la question première de ma thèse, ce n'était pas de me poser la question, est-ce que les journalistes ont encore une influence ou encore une autorité en société? Ce n'était pas la question première. La question première, c'était plutôt de voir, est-ce que dans un corpus de discours métajournalistique, est-ce que les journalistes resort back ou se reviennent avec les mêmes arguments traditionnels sur leur autorité journalistique en société? Et l'étude démontre que oui, c'est assez, on nous sert, je dirais, on m'excusera le terme platitude, mais on sert les mêmes platitudes sur le public's right to know, puis le droit du public à l'information, puis etc. Mais moi, je ne suis pas là, si on veut ma perspective plus personnelle sur le sujet, je ne pense pas que l'autorité journalistique est quelque chose de mauvais en soi. Je pense que, comme vous l'avez dit, on le voit avec la montée des fake news. Il y a toujours eu des fake news, là, mais bon, disons que si on regarde les 5-6 dernières années, avec les producteurs d'informations qui ne sont pas nécessairement tous fiables, je pense qu'il y a quand même du mérite à avoir des médias vers lesquels on peut se tourner, qui ont une crédibilité. Il y a du mérite à avoir une information de base vers laquelle tout le monde peut se tourner. Même si on sait très bien aujourd'hui que même l'information la plus factuelle peut faire l'objet de débats et ne fait pas l'unanimité. Mais je pense que la question de voir, c'est est-ce qu'on a besoin d'une autorité journalistique verticale traditionnelle? Peut-être pas. On a peut-être besoin d'une autorité journalistique modeste. C'est un terme, Modest Journalistic Authority, c'est un terme que j'ai vu récemment passer. Je me souviens plus c'était quoi la source, mais j'aimais bien l'idée, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'une autorité qui n'est pas capable de reconnaître ses erreurs, qui n'est pas capable de faire une autocritique d'elle-même. Donc, je pense qu'il faut revoir l'idée d'autorité journalistique. Je pense qu'on a besoin que les médias bénéficient d'un minimum d'autorité, c'est-à-dire qu'on consente dans la société civile à accepter qu'ils ont une forme d'expertise et de légitimité à faire le travail qu'ils font, mais ça ne leur donne pas un blanc-seing pour ne pas faire le travail de réflexion sur eux-mêmes et de donner davantage d'imputabilité au public. OK, merci. Pascal, would you like to go? She disappeared. Non? Pascal disappeared. OK. Mais est-ce que tu peux poser ta question? Bonsoir, désolée pour cet éclairage. Je ne sais pas, j'ai l'impression d'être dans un film d'horreur. En tout cas, je vais peut-être éteindre ici. Oui, ça va mieux peut-être. Ouais, c'est encore un film d'horreur, mais ça va. Oh. Non, c'est correct, c'est correct. C'est mon bureau, c'est mon bureau. Je suis désolée. Ben, je voulais juste féliciter encore une fois Philippe pour cette belle présentation, très claire, très bien structurée et tout. J'avais quand même un problème avec le concept même d'autorité. C'est un concept qui a été déstabilisé par toutes sortes de recherches et d'études sur l'idée du pouvoir, l'idée de l'autorité associée à des institutions. Et je me demandais si ça aurait été, je ne sais pas à quel moment de votre recherche vous êtes à présent, mais est-ce qu'il n'y aura pas un peu d'espace dans votre recherche pour parler non pas des médias et des journaux donc mainstream, comme vous le mentionnez très bien, Le Devoir, Le Droit, le Journal de Montréal et Radio-Canada, enfin,
Mais est-ce que vous n'avez pas envisagé à un moment donné de déstabiliser encore la question de l'autorité en allant chercher des journalistes qui ne sont pas mainstream, des sites internet qui offrent aussi l'information et qui offrent une information peut-être alternative à l'information mainstream? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, le concept d'autorité est aussi problématique si l'on regarde quel type de journalisme ou de quel type de journalisme on parle. Journalisme politique ou journalisme culturel n'auront pas nécessairement le même type de rapport avec la question de l'autorité. Alors, c'était un peu ça ma question. Donc, pour votre première question, merci pour votre question. La première sur est-ce que j'ai pensé donc étudier des médias autres que les médias traditionnels. C'est vraiment un questionnement que j'ai eu au départ, mais je me disais que, étant donné qu'un des objectifs de ma recherche, c'est de voir la réception du métajournaliste par, et là vous m'excuserez le gros mot, monsieur, madame, tout le monde, je me disais que c'était antinomique avec cet objectif de recherche-là, d'aller voir le discours métajournalistique tel qu'il est développé dans les médias qui sont, qu'on le veuille ou non, très peu consultés. Alors, l'idée, c'était d'aller voir quel est le métajournalisme que les gens sont le plus susceptibles de rencontrer volontairement ou par hasard. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a très peu de gens en dehors des cercles journalistiques qui vont lire des trade magazines comme des journaux spécialisés ou des magazines spécialisés comme le 30 au Québec, qui est vraiment un truc de journaliste, ou encore un média de niche comme Métamédia en France. Donc, vraiment, j'avais pris le pari volontairement d'y aller avec les médias traditionnels en me disant que ça reste malgré tout la source principale où des gens en dehors du milieu journalistique, en gardant en tête que c'est un objectif de la recherche dans son volet réception, où ils sont plus susceptibles donc de recevoir ces discours-là. Il y a aussi le fait, puis là, je suis un peu en accord avec Barbie Zelizer, qui est une des plus grandes chercheuses là, du journalisme aux États-Unis, qui dit souvent qu'on a une tendance dans les études dans le journalisme, mais aussi dans d'autres domaines, à focaliser un peu trop sur ce qui est très marginal, au détriment de ce que les gens lisent vraiment ou consultent vraiment au jour le jour. Et donc, c'est pour ça que je n'ai pas décidé d'aller dans cette voie-là des journaux autres, alternatifs, citizen journalism. Et de toute façon, dans la littérature, vous seriez surpris à quel point il y a un biais envers ce type de médias-là. Donc, la littérature sur le métajournalisme, il y a beaucoup d'études qui s'intéressent justement à ces pure players ou à ces médias qu'on pourrait dire un peu en marge du mainstream. Il y a presque un manque d'analyse sur des médias, on pourrait dire mainstream. Ensuite, sur la deuxième question, c'est vrai que l'autorité journalistique ne s'oppose pas de la même manière qu'on soit un journaliste d'enquête, par exemple, comme ma deuxième étude de cas le montre, où il y a tout un discours d'autorité qui est fait sur le fait que le journaliste d'enquête permet le type de journalisme le plus prestigieux, le plus flatteur, ça permet de contourner les sources officielles, etc. Et le journaliste culturel ou sportif. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que dans ma troisième étude de cas, qui porte sur le lockout au Journal de Montréal, il y a tout un discours qui a été articulé par les journalistes sportifs et les journalistes culturels pour dire, regardez, oui, ça prend du professionnalisme, oui, il y a des compétences particulières, même dans nos domaines qui sont le journalisme culturel puis le journalisme sportif. Puis comment ils faisaient ça? Bien, ils se comparaient envers le produit qui était produit pendant le lockout, parce que durant le lockout au Journal de Montréal, pour faire juste un rappel, le journal a continué à être produit grâce à ses cadres, grâce à des pigistes, grâce à des textes qui provenaient d'autres entités de la grosse machine québécoise. Et donc, c'était vraiment fascinant de voir que des journalistes sportifs et des journalistes culturels ont fait l'argument de leur autorité supérieure dans ces domaines, en disant c'est pas vrai que n'importe qui peut être journaliste culturel. Ça prend de la culture, ça prend un regard mémoriel sur l'ensemble de la société québécoise. Et le produit que vous avez, cher public, dans le Journal de Montréal présentement, c'est un sous-produit. Ça n'a rien à voir avec le bon journaliste culturel et sportif qu'on vous donnait. Donc oui, on peut faire un argument sur l'autorité supérieure, même dans des types de journalistes qui sont considérés comme peut-être moins importants ou moins prestigieux. Je crois que mon idée, c'était plutôt d'essayer de voir si vous avez une distance critique vis-à-vis de ce concept, oui ou non, dans votre recherche. Oui. On aimerait bien asseoir son autorité quand on est journaliste, professeur d'université, politicien, etc. Mais il y a aussi une recherche, on va dire grosso modo, qui se réclame de la postmodernité, on va dire ça comme ça,
qui est très critique de ce concept même. Alors, je me demandais si vous, en tant que chercheur, vous aviez une dimension critique vis-à-vis de ce concept, ou est-ce que vous le prenez comme acquis, comme un point de départ, et là, vous essayez de comprendre dans le métajournalisme comment cette autorité est assise, est acquise et assise. Bien, justement, je pense que la distinction entre l'orientation stratégique du métajournalisme, c'est-à-dire cette orientation d'un métajournalisme qui est faite pour consolider, renforcer ou maintenir l'autorité journalistique, et j'en suis critique, parce que je la mets en comparaison avec une vision idéal type ou plus normative, si on veut, du métajournalisme, où au contraire, on aurait une autorité plus modeste, plus d'humilité, où les journalistes feraient l'analyse critique des méthodes qu'ils utilisent pour construire la réalité. Il y aurait une reconnaissance du caractère construit de ce qu'ils font. Il y aurait un travail, je dirais, sain qui se ferait d'autocritique sur les écarts entre les règles déontologiques du métier et leur vraie performance journalistique. Donc, il y a un moyen de faire un métajournalisme qui soit d'intérêt public, qui soit vraiment au bénéfice de la société et qui ne soit pas simplement chanter ses louanges ou le renforcement d'une autorité dont on n'est même pas sûr qu'elle, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'elle a encore vraiment une influence quelconque là, chez les gens. Donc oui, il y a ce propos critique-là dans la thèse, assurément. Très bien, merci. Gabriela? Hi, everybody. Thank you so much for both presentations. I have a question for Patrick. Patrick, you talked about this rise of the synthetic, and you contextualize it very well around the 1970s. And I wonder if you see any changes, or if you consider at what stage of that kind of era of the synthetic we are right now. You know, a lot has happened, and a lot of technologies have happened as well since that era. So I wonder if you have any insights or any thoughts about how are we living that synthetic era right now? Thanks. For me, I guess I would still, came at this through having that moment as part of our sort of petroculture. So as opposed to it being something, trying to write about something which is separate from or distinct from petroculture and Lemanger's living oil. I see like the synthetic as a moment within that. So it's one of, I didn't get didn't talk about it at the end, but one of the projects I'm trying to write up, an article I'm trying to write up right now is sort of like makes the argument that we look at the rise of the tar sands in the 60s and in the 70s. With then it's going to look at another sort of, I'll put a clip to it in the chat. It'll put a link to a moment where the public imagination has very much been captured by the ideology of oil. And then I will point to the Bigfoot family controversy of March of this year as this moment where you see hegemony as cracking and you see this chance for transition. And so charting that over time and looking at this energy transition that we're witnessing now and the pushback we're seeing from different groups as part of that. So it's just in the context of this paper, the synthetic was a moment to capture like very specific for the rise of synthetic oil within our petroculture. But just a quick follow-up to that, you do consider that we are still, we're still very much is certainly extended to the present. I think, yeah, we're still very much living in a petroculture where oil finds itself embedded in many ways, both from physical infrastructure, the way we design our cities, to the objects that we use. And I think oil will be a feedstock for many things for a while, but part of the shift towards petroculture is rethinking the way cities are designed and all these larger sort of cultural trends. But yeah, I think we're still in that petroculture. But I think we can start to challenge the imagination and see what does change look like. And we're already seeing pushback from, for example, the Canadian Energy Centre out of Alberta, arguing that we're just coming out of one crisis, meaning the pandemic, and we can't afford to address the climate crisis, which is a way of sort of embedding and keeping us in this petroculture. Thank you. Pascal? Hi, thanks for the presentations. They were really, really good presentations. I have two questions. The first one is for Philippe. Bon, je vais le dire en français, c'est plus simple parce que ton sujet est en français.
tu as quand même analysé plus de 700 articles puis plein d'entrevues, tout ça. C'est que je me demande juste ton processus de codage. Comment est-ce que, comme, moi, ça m'épate juste là, dans un projet de recherche de doctorat d'avoir autant d'articles. Est-ce que tu as dû en faire une certaine partie de façon automatisée? Parce que je sais que tu utilisais NVivo. Ben, je pense que tu utilisais NVivo. Oui. Mais est-ce que tu en as automatisé une certaine partie ou est-ce que tu as vraiment tout fait de façon manuelle? Je sais pas qu'est-ce que Dans le fond, tu avais plus que 1000 documents, en fait. Mais il faut aussi dire que moi là-dessus, je suis en concordance avec plein d'auteurs que j'ai lus qui ont écrit sur l'analyse de discours. Comme quoi, dans une analyse de discours, tu prends ce qui est vraiment pertinent pour ton étude. Et donc, même si j'ai lu chaque phrase attentivement, ça ne veut pas dire que chaque phrase a été codée, évidemment. Donc, tu prends les passages ou les aspects qui sont intéressants. Et sur 770 articles, évidemment, il y en a certains qui sont plus pertinents que d'autres dans l'analyse discursive. Je dirais que j'ai fait une méthode qui est suggérée par Federer et Muir Cochrane, donc je me souviens de leur nom. Donc, ces auteurs-là suggèrent une méthode inductive-déductive, c'est-à-dire, donc c'est ce que j'ai fait pour mon codage, c'est-à-dire déductive d'une certaine manière parce que je suis parti de certaines comme codage ou catégories initiales d'éléments qui faisaient partie de mon cadre théorique, mais évidemment inductif en construisant là-dessus. Puis, je dirais que ce que je n'ai pas montré, mais en fait, c'est comme 3 couches d'oignon. La première couche, c'est les stratégies discursives du métajournaliste. Donc, c'est-à-dire, quelles sont les stratégies rhétoriques, narratives, etc., qui sont utilisées pour faire passer leur message ou dans leurs actes de persuasion. Au-dessus, la couche au-dessus, c'est les répertoires interprétatifs du discours métajournalistique, c'est-à-dire c'est des assemblages, en fait, d'arguments, de revendications, de stratégies discursives qui esquissent une manière particulière de parler du sujet. Par exemple, il y a un répertoire interprétatif dans ma thèse qui est vraiment la menace, si on veut. Donc, c'est une manière de parler des sujets sous l'angle d'une menace pour le public, pour la société. Et au-dessus, la dernière couche, c'est les fonctions du métajournalisme que je vous ai présenté dans mes diapositives, c'est-à-dire les fonctions principales. Quels sont les buts symboliques là, ou performatifs ou que sais-je là, que semble poursuivre le discours. Donc, c'est la manière dont j'ai fait la chose. Mais effectivement, ça a été très long parce que effectivement, 770, ça a été extrêmement long, mais très intéressant. Oui, en tout cas, bravo. C'est vraiment un gros travail. Là. Merci beaucoup de l'avoir fait. C'est super intéressant. Là, j'ai une autre question pour Patrick. I'm going to switch to English. I think you're going to prefer that. So I was wondering, after listening to Philippe's talk about meta-journalism, and about, the whole fake news and everything, and considering that the tar sands documentary and all the information you're trying to get related to the documentary is, the opposite of fake news, and considering it's, almost 45 years ago, why do you think in this day and age, it's still so hard to have access to those real news? Is it because it's still a momentous event today? It still has this, it's arching into information or culture that we have today, and it could still have a very big impact, the whole tar sands project and documentary. I mean, it's huge. Yeah, it's so for this one, what's funny is I didn't share the slide on it, but when the tar sands, so one of the points was looking at the rise of the synthetic and these 3 prongs: politics, docudrama, and energy. With docudrama, the CBC Tar Sands TV show was the first time that you really see this a person sitting in power being sort of named in this show, and so there became a lot of right after the show aired. There was a lot of criticisms on the format itself. The world wasn't ready for it. But it's quite interesting because there's a bit of a contrast with All the President's Men, which showed the downfall of Nixon. And so Nixon was at the bottom of his power when All the President's Men came out. He had resigned in disgrace, whereas Peter Lougheed was at the top of his power, and there was already these east-west tensions over energy. But one of the things that we did is we analyzed
all the different sort of editorial stances, as well as letters sent to the premier around the format itself. And a lot of politicians, when they responded to the docudrama, actually focused on the medium and not the message, which was interesting because that allowed them not to have to address Pratt's critique over the tar sands and the deal that was set. And I mean, the environment was fairly absent in the TV show itself, but with respect to the challenges being faced getting information, a lot of it comes back to the way that CBC is interpreting the Information Act. And so the Information Act has this section called 68.1, which is very, well, you know it well, because you've helped me and you've itemized tons of it. But for those who don't, it allows the CBC to withhold anything that has to do with its programming in perpetuity. And initially it was done to protect journalistic sources, which makes sense. But you think about like cabinet notes from cabinet can see the light of day after 20 years, but entertainment programming from, that is as old is withheld. So I think it's actually a problem with the legislation. The CBC does have the ability to invite me in as a researcher to see these documents and maybe not to like report on them directly, but they've really resisted. And something I didn't talk about in the presentation is that this really caused a bit of a shitstorm in the CBC that had reverberations since. And I mean, I know, Pascal, you would have seen that in the documents that you looked at. But yeah, it's certainly the CBC has become incredibly cautious. Even one of the letters I got from the head lawyer at CBC argued that we can't give you the script of this 44-year-old, I guess it was 42-year-old TV show, because if we do, the argument was essentially it'll give away the secret sauce for how CBC makes docudrama. And I forget the legalese wording, but it was a ridiculous argument. But I like it because I can use it in a paper to sort of show how ridiculous it is. But part of the goal is then coming from this is to push for a change in the Information Act. And that's why I filed in like January 2017, I filed a complaint with the Office of the Information Commissioner about CBC not releasing documents to me. And it's been ongoing since then. I had a nice meeting with a new person last week where they're trying to make some headway on this. But I told them that that's one benefit of having this sort of academic job is that I can be patient on this, so I can wait them out and see what happens. I've written to Treasury Board as well, and there's a new head of Treasury Board, so I'll have to do that. But yeah, I think the CBC has just become very cautious on this. But yeah, no, I'll stop. It's a long reply. Thanks for the question, Pascal. Okay, well, we're almost done in a few minutes, but I guess I'll go. I have a question for each of you. So I guess I'll start. Philippe, premièrement, je voulais juste vraiment souligner les commentaires appuyer les commentaires de Pascal. C'est vraiment impressionnant, juste le montant de travail que tu as évidemment fait dans le contexte de ta thèse. C'est très, très impressionnant. Et la chose qui m'a marquée, c'est, je ne connais pas vraiment le domaine, mais ça m'a surpris. Est-ce qu'il y a vraiment un problème avec la qualité du français écrit parvenant d'articles de comme source crédible? Est-ce que c'était vraiment un point comme un assez grand problème que ça fait partie de tes résultats pour comme comment les personnes, je peux pas penser au mot en français, but like assess credibility? Like that surprised me. Like, is that bad? Like, c'est sûr, je vais répondre à la question de deux manières. Si on parle, est-ce que c'est vraiment si mauvais que ça, la qualité du français dans les médias écrits québécois ou autres? Je dois admettre que je n'ai pas l'information pour ça. Je n'ai pas fait de recherche approfondie sur la chose. Je suis sûr qu'en linguistique, puis dans les études de langue française, il y a probablement des études là-dessus. Ensuite de ça, je vais répondre au second volet. Ce n'est pas la question du français en particulier là, qui est revenue dans les propos des participants. Ça, c'était juste une citation en particulier. Ce qui est revenu, c'est la qualité en général. Ça peut être le choix des sujets, ça peut être le traitement, ça peut être trop d'opinions, ça peut être, là, dans ce cas-ci, c'était la langue. Il y en a qui ont parlé de syntaxe, il y en a qui ont parlé de mise en page. Donc, il y avait toutes sortes de choses qui allaient dans la qualité du journalisme en général et qui faisaient en sorte que les gens se disaient, bien, peut-être que si c'était de meilleure qualité, bien, peut-être que nous, on porterait plus attention aux revendications que vous avez par rapport aux enjeux de votre champ. Puis peut-être que les gens, en général, porteraient plus attention aussi. Puis il y a aussi l'idée que
ça revient avec l'idée du contrat dont je parlais, c'est de dire, ben, vous demandez des choses, vous demandez toutes sortes de changements des gouvernements, toutes sortes d'aides financières et autres. D'ailleurs, c'est une rupture, on en parlait avec mon superviseur, c'est une rupture avec le discours traditionnel de la presse écrite qui a toujours été non-interférence. Maintenant, c'est allez-y, interférez jusqu'à un certain point dans nos affaires parce qu'on a besoin de vous pour survivre. Mais pour les participants, c'est de dire oui, c'est bien toutes ces demandes-là, mais il faut que ça devienne avec aussi des exigences professionnelles plus élevées. Et la qualité fait partie de ces exigences-là. Si on vous donne des deniers publics, mais il faudrait que vous fassiez un meilleur encadrement de votre propre qualité de contenu, etc., etc. Donc, évidemment, les journalistes n'ont pas nécessairement le même avis qu'un groupe de consommateurs de médias sur la même question, mais oui. Mais la qualité, oui, mais pas nécessairement la question des fautes de français en particulier. C'est juste un avis, mais qui est illustratif des propos en général sur la notion de qualité. OK. Alors, c'est plus que juste comme la qualité de la grammaire, syntaxe, mais vraiment qualité du, like, reporting, comme like, sourcing, etc. C'est vraiment plus global. OK, cool. Thank you. So, Patrick, my question, I guess, is I don't know enough about, since I grew up in Ontario, I'm married to a guy from Alberta. So he has a lot of feelings about the CBC and Alberta. So I'm just wondering, what was the sentiment before the documentary came out in terms of kind of trustworthiness or appreciativeness of the CBC from Western Canada? Like, was this part of, was this just like another nail on the head of like burns, or is this kind of really where it started to split? That's a great question, actually. I haven't found any audience data. Some audience data reports have been withheld by the CBC, but in reading a lot of the literature written, again from that period you really see actually a lot of the tensions about sort of Western identity that we see now. Western separatism is all written about also in the 70s, and so you do see this moment with the rise of oil, and specifically synthetic tar sands oil, because that really, like, they knew they were going to run out of light sweet crude, but this really sort of kept things going. You have these tensions with sort of West and the East, and the West is written up very much like you see less tension. CBC wasn't necessarily seen as a mouthpiece of the federal government in the same way that it is now in Alberta, I'd say. Okay. But you did see sort of like the CBC was seen as these creatives in Toronto making a show about us and not understanding us out in the West. And part of that is these filmmakers did not attempt to try and interview Lougheed or get a sense from their story. Instead, they took the perspective of this Albertan, of Larry Pratt, and his view on Alberta. So yeah, Alberta identity, certainly in Western alienation, these themes were really prevalent, and they actually come up in these letters that we analyzed that were sent to the Premier and things as well. But yeah, I haven't seen any sort of comments. I'd have to go back and look specifically at all the letters because we have everything coded that were sent to about the CBC, but it was more like East-West was a clear tension. Maybe a couple comments once in a while about Trudeau, because Trudeau père was in power at the time too. Yeah. Well, one of my husband's friends' dad made a board game called Trudeau Mania. It's in the Canadian Hall of Fame. Anyway, I was like, you can't make this up. But wow. It's a real game. It's like Monopoly making fun of Senior Trudeau, and it's a real thing. So it's like, inflation or things. That'd be interesting. Yeah, well, I mean, yeah. Oh yeah, there's like inflation everywhere. It's hilarious. So, interesting to see. But all around kind of that time. You see it, and I mean, and Larry Pratt's book, Trudeau is on the cover right there, along with Frank Spraggins, the head of Syncrude, and then Peter Lougheed. Although like Trudeau does not feature in the TV show, but yeah, there's certainly like you can see these tensions. I did put the Wikipedia article in here. It didn't really take off, but anyway. Fun. But on that note, so that brings us kind of the end of our session today. So thank you to both presenters. That was awesome, super interesting, kind of different topics that ended up overlapping really nicely. So, and it's great to see the research going on in the department kind of at the professor level, really fun to hear what colleagues are up to, but also really great to see what our PhD students are doing. So Philippe, félicitations, un très, très, très beau projet, lots of work, obviously. But c'est bien. So if there's any other questions, we can maybe take them, but if not,
Thank you. Bon, mais merci. Thank you both. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci Patrick et François, Philippe. salutations en passant. Salut. Merci. Thank you. So we'll be in touch about the winter schedule. So thank you all and have a good break. See you. Bye. Good. Good night. Bye. À tout le monde. Merci. Au revoir.